Et donc, sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire du jour. Comme je l'ai dit, c'est un premier rendez-vous, il y en aura deux, hein, consacré à la radionavigation. Donc, ce premier rendez-vous, ben, je vais détailler quelques généralités sur ce moyen de navigation. Et ensuite, euh, on va détailler l'utilisation du VOR. Alors, même si c'est un moyen qui, j'allais dire, c'est le cas de le dire, à moyen terme, voire long terme, va disparaître, c'est encore un moyen de radionavigation efficace qui est utilisé et malheureusement qui fait partie aussi des questions du théorique. Voilà, donc ça va répondre à plusieurs objectifs. Et puis, pour rendre ce cours plus efficace, eh bien, quelques exemples pratiques, des QCM aussi pour vous mettre à contribution, hein, parce que je ne vais pas être le seul à parler. Donc, vous allez également donc, participer en répondant à quelques QCM qui vont être mis tout au long de ce cours. Voilà. Alors, comment on navigue? Puisqu'on parle de radionavigation, mais avant de parler de radionavigation, je vais vous faire un petit rappel sur comment on navigue. Globalement, dans notre activité, c'est-à-dire d'aviation légère, hein, ULM, planeur, hélicoptère, avion, on a trois méthodes pour naviguer. La première, je pense que certains d'entre vous la connaissent, euh, il y a donc l'estime, qu'on appelle également le cap ou la montre, où il s'agit, en amont de votre navigation, de préparer une route avec des points qu'on appelle tournants si votre navigation est relativement longue et complexe, entre guillemets, et de suivre donc cette route initiale en respectant un cap et puis une durée entre ces points qui constituent votre navigation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'estime. Ensuite, il y a une technique qui est beaucoup plus simple, qui s'appelle le cheminement. Et comme son nom l'indique, vous allez cheminer le long de repères remarquables, qu'ils soient naturels, ça peut être un bord de côte, hein, si vous faites un vol entre, j'allais dire, Perpignan et Montpellier, eh bien, vous allez suivre la côte méditerranéenne qui va être un bon repère. Ce mode de navigation, de cheminement, il va être utilisé également lorsque vous allez avoir des conditions météo qui peuvent se dégrader. Attention, vous respectez les conditions de vol à vue, avec des minimums à la fois en termes de visibilité, de plafond et d'espacement des nuages. Et donc le cheminement va permettre de confirmer une navigation. Hein. Si jamais la météo se dégrade, bah, vous allez pouvoir peut-être faire à ce moment-là ce qu'on appelle du cheminement et faire une erreur systématique. C'est-à-dire vous allez peut-être, enfin, vous allez pas peut-être, vous allez vous dévier de votre navigation initiale en vous appuyant sur des repères remarquables. Tout à l'heure, je parlais de repères naturels, mais ça peut être également un autoroute ou une voie de chemin de fer très balisée, le TGV par exemple. Donc ça, c'est le cheminement. Et puis, on va voir également donc la radionavigation, qui est donc l'objet de ce cours aujourd'hui, de ce rendez-vous. Ce cours, ça fait peut-être un petit peu pompeux, mais on va dire plutôt rendez-vous, hein, de la radionavigation, où on va utiliser des moyens de radionavigation et je vais les détailler. Voilà. Est-ce que sur ce premier, j'allais dire, sur cette première image qui fixe, j'allais dire, les différents moyens de navigation, vous avez des questions? Alors, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser via le chat, hein, et donc ça va me permettre effectivement d'y répondre avant d'enchaîner. Voilà. Bon, ben, je vois que voilà, les pouces sont levés, donc c'est bon signe. Eh ben, alors, c'est le signe également de poursuivre donc ce rendez-vous. Alors, on va donc parler de la radionavigation. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, il s'agit de suivre une route. Là, en l'occurrence, ça va être un axe radioélectrique, puisque les moyens de radionavigation vont faire appel soit à des équipements au sol, ou soit à des points qu'on va repérer, pour la petite histoire, ça s'appelle des waypoints, qui vont être balisés par un moyen de guidage satellite. Voilà. Donc ça va être les deux grandes familles de moyens de radionavigation. Soit utiliser des équipements au sol qui vont nous permettre de suivre une route radioélectrique,
ou de suivre une navigation par des points qui sont repérés et donnés par un moyen satellitaire. Voilà. La radionavigation reste un moyen complémentaire, je dirais même un moyen de confirmation de votre navigation que vous faites à l'estime et éventuellement au cheminement. Dans le cadre des vols à vue, c'est vraiment un moyen complémentaire. Et on va voir pourquoi, parce que ça va, si jamais le moyen de radionavigation n'est plus reçu, ou votre récepteur de bord a un problème, il faut que vous puissiez poursuivre votre navigation, j'allais dire, à l'ancienne. Et donc, c'est pour ça que je parle, donc, même si vous utilisez ces moyens de radionavigation, c'est pour ça que j'ai indiqué navigation cap étant. C'est l'estime qui reste le fondamental, l'élément fondamental. Voilà. Bien entendu, ça va nécessiter des équipements de bord. C'est pour ça que tout à l'heure, en introduction, quand je parlais du VOR pour les pilotes ULM, c'est très rare d'avoir sur une machine un ULM, qu'il soit j'allais dire, que ce soit un classe 3 ou un classe 4, un autogire, d'avoir un VOR, et encore moins sur des paramoteurs et sur des pendulaires. Et donc, ça nécessite des équipements de bord, donc que je vais détailler. Mais donc là, je vous en présente quelques-uns de ces moyens qui sont installés à bord. Alors, suivre une route radioélectrique. C'est ma diapo là qui est revenue, donc je vais poursuivre, je vais la remettre rapidement. Voilà. Et donc, ces moyens de radionavigation, globalement, on va avoir deux utilisations en complément de la navigation, de l'estime dont je parlais. Ça va être pour se diriger, pour aller vers un point particulier qui est repéré par ce moyen de radionavigation, ou tout simplement pour se situer. Ça va être principalement ça. Pour confirmer votre navigation à l'estime, eh bien, vous allez vous situer à l'aide des moyens de radionavigation pour confirmer votre position. Et donc, la radionavigation, ben, on va voir en gros ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, ben, effectivement, le premier, c'est celui de faciliter votre suivi de navigation et d'une certaine manière de diminuer votre charge de travail, c'est-à-dire être d'une certaine manière plus tranquille. Pour ceux qui ont commencé à naviguer avec l'aide d'un GPS, effectivement, j'ai ma carte papier, que je continue papier ou éventuellement numérique, et je suis ma navigation. Et pour confirmer ma position, bah oui, ah oui, voilà, je vois bien précisément où je suis, éventuellement avec ma tablette. C'est également, puisque le cap et l'estime, qui est donc le cap et la montre qui font les fondamentaux de l'estime, ça c'est quand on a des repères au sol. Mais si on souhaite faire par exemple un survol maritime, pour un trajet continent-Corse, au milieu de la mer, il n'y a pas de repère. Donc on va utiliser ce moyen de radionavigation. Ou pour faire ce qu'on appelle du VFR on top. Est-ce que parmi vous, vous savez en quoi consiste le VFR on top? N'hésitez pas à me faire un petit message sur le chat pour me dire voici ce qu'est le VFR on top. Voilà. Pendant que vous répondez, ben, je vais également vous parler du VFR de nuit, puisque même s'il fait nuit, eh bien, vous pouvez effectivement faire du vol avec des bonnes conditions météo, même de nuit. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous n'avez plus les repères au sol, et donc dans ce cas-là, eh bien, vous allez effectivement utiliser des moyens de radionavigation, VOR ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, GPS. Voilà. Donc, ben, j'attends vos réponses. Est-ce que quelqu'un sait en quoi consiste le VFR on top? Bon, pas de réponse. Bon, alors. Ah aussi, ça arrive, excusez-moi, j'ai pas vu. Voilà. Ouh là là, oui, effectivement, ça arrive. Je vois Hugo, ça consiste à voler au-dessus de la couche de nuages en gardant un. Exactement. Ça, c'est une très bonne, voilà, c'est une très bonne remarque, Hugo, parce que non seulement la plupart d'entre vous parlaient de au-dessus des nuages, mais comme le dit Hugo, l'élément important, c'est d'avoir des plans B, des plans B, C, D, voire E, avec des portes de sortie. C'est-à-dire qu'il faudra vous assurer, à partir du moment où vous êtes en VFR on top, que vous avez le terrain de destination qui lui est accessible et que éventuellement vous avez
pendant ce trajet en VFR on top, la possibilité, à un moment donné, de pouvoir retrouver des conditions VMC en passant au travers de la couche de nuages. Attention, quand je dis au travers, c'est avec au minimum 1500 mètres à droite et à gauche de libre, hein, et de façon à pouvoir tracer, descendre dans ce trou. Voilà, hein. J'espère que j'ai été clair. Hein. C'est pouvoir voler au-dessus d'une couche de nuages et ensuite pouvoir descendre tout en maintenant des conditions VMC classiques. Ensuite, un écart latéral par rapport à un nuage, une distance verticale et un plafond. Donc, je regarde les autres. Voilà, bon, effectivement, voilà, c'est Florian aussi qui a donné une très bonne définition. Hein, vol au-dessus d'une couche de nuages, tout en maintenant des conditions météo classiques, une visibilité, un écart latéral et un plafond. Hein, voilà. Et puis avec certitude qu'au départ et l'arrivée, il y ait une trouée avec des conditions VMC. Voilà, très très bien, parfait. Voilà, et toujours dans les avantages de la radionavigation, eh bien, c'est un moyen qui va vous permettre, si vous êtes égaré, de vous retrouver. Alors, si vous êtes égaré, le premier réflexe également, c'est de ne pas hésiter à contacter les contrôleurs. Hein, les contrôleurs sont là pour vous aider. Trop souvent, il y a des pilotes qui ont peur de contacter. Bien entendu, votre ego en prendra un petit coup parce que vous êtes égaré, mais il faut mieux prévenir rapidement qu'on est égaré que d'attendre dans des situations quelquefois qui peuvent être catastrophiques et accidentogènes. N'hésitez pas, hein, à reconnaître, moi, je suis égaré, et puis à ce moment-là, le contrôleur va vous aider à vous repérer et éventuellement à sortir de cette situation. Donc ça, c'est important. La radionavigation, bien entendu, voudra vous aider, mais si vous êtes un petit peu submergé par le stress de cet écartement, pensez initialement au contrôleur. Après, effectivement, la radionavigation, que ce soit les VOR ou les GPS, le GPS va vous permettre de vous situer précisément. Alors, les inconvénients, pour ce qui est des VOR, il faut qu'il y ait ces équipements au sol proches ou relativement proches de vous pour pouvoir les utiliser. Également, faites attention, et c'est pour ça que j'ai préféré le mettre en cas de dégradation des conditions météo, euh, c'est de se dire qu'il faut conserver des conditions météo minimales, hein, les conditions VMC. Donc n'attendez pas d'être en dessous de ces minimums pour dire bah, ok, je vais pouvoir me radionaviguer. Donc ça, c'est aussi du savoir-être, hein, du pilote. Hein, ça fait partie donc du côté performance humaine, hein, de bien analyser la situation et j'imagine que pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, de bien anticiper. Hein. Si vous anticipez, vous allez avoir une charge de travail plus faible et puis ça va être plus tranquille. Voilà. Et puis, pour ce qui est du VOR et même du GPS, c'est de vérifier qu'il n'y a pas certains équipements VOR qui sont en révision ou inopérants, ou même vous pouvez avoir une dégradation du signal de GPS qui peut être donné sur certaines zones. Voilà. Donc ça, très rapidement, c'est une photo, j'allais dire, hein, entre les avantages et les inconvénients. Alors, ultime rappel, hein, bien important, en utilisant la radionavigation, vous continuez à respecter des règles de vol à vue, hein, et surtout, si les équipements sur lesquels vous vous appuyez, que ce soit VOR ou GPS, s'ils tombent en panne, il faut que vous puissiez effectivement continuer à pouvoir savoir où vous êtes. Hein. Donc, vous naviguez à l'estime, cap, montre, et vous avez ces moyens complémentaires pour vous situer, vous diriger et confirmer votre position. Puis si le moyen avec lequel vous étiez, sur lequel vous appuyez un VOR, par exemple, devient inopérant ou vous êtes trop loin pour le recevoir, etc., eh bien, il faut quand même toujours savoir où vous êtes. Hein. C'est important. Alors, on parle de radionavigation, et là, je vais vous dresser très rapidement un tableau, hein, des gammes de fréquences, puisque la radionavigation donc, sont des fréquences, hein, qu'on va utiliser, et on va voir qu'en fonction de la gamme de fréquences, eh bien, on a certains équipements. Et on va découvrir, vous allez découvrir qu'il y a certains équipements qui sont au programme théorique,
de l'examen théorique, par exemple, je pense surtout pour les pilotes avions, mais que sur les avions écoles et même dans certaines flottes d'avions de voyage dans vos clubs, on ne trouve pas. Ça fait encore partie du théorique, donc il faut les connaître, mais je dirais ça fait partie aussi surtout de la culture aéro. Alors, globalement, on va avoir trois gammes de fréquences. Une gamme de fréquences qu'on appelle les moyennes fréquences, hein, souvent symbolisées et puis avec MF, hein, et donc c'est de 200 kHz à 3 MHz. Et là, ce sont au sol, j'ai bien dit au sol, deux types de balises qu'on appelle NDB ou locator. NDB, c'est pour Non-Directional Beacon, hein, donc c'est une balise au sol, et locator, c'est également, j'allais dire, un NDB. La différence, c'est le même type de balise, mais il y en a une qui est beaucoup plus puissante que l'autre. Globalement, le NDB est plus puissant que le locator. Je simplifie. Et puis, ce moyen, il est repéré sur les cartes par ce symbole. Hein, c'est une suite de cercles concentriques pointillés. Et donc, vous allez avoir donc la position géographique donc de ce comment ça s'appelle, de ce NDB ou de ce locator balisé sur la carte. Voilà. Ça nécessite un équipement particulier à bord qu'on appelle ADF, pour Automatic Directional Finder. Et comme je le disais tout à l'heure, sur les avions écoles, je ne connais pas beaucoup d'avions écoles qui disposent d'ADF. Voilà. Et encore moins donc, dans le monde ULM. Donc ça, c'est le premier moyen la première gamme de fréquences, moyenne fréquence. Pour la petite histoire, et même la grande, j'allais dire, aéronautique, ce sont ces moyens-là qui ont été les premiers moyens de radionavigation. Ensuite, on a la gamme VHF. Et là, vous la connaissez un peu comme Monsieur Jourdain, vous l'utilisez peut-être sans le savoir. Par exemple, si vous avez commencé des vols et que vous faites de la radiocommunication, eh bien, la radiocommunication fait partie de la bande VHF. Et donc là, c'est de 30 à 300 MHz. Et dans les moyens de radionavigation, vous avez le goniomètre, qui s'appelle VDF également. Vous avez le VOR, qu'on va étudier là tout de suite, l'ILS, le localiseur, le DME et le TACAN. Très rapidement, je vais détailler les quatre derniers, ILS, localiseur, DME et TACAN. ILS, c'est un moyen au sol, avec un équipement de bord, qui permet aux pilotes, aux équipages des avions équipés de récepteurs ILS de suivre un axe d'approche et une pente d'approche sur un aérodrome. Donc dans le cadre d'approche dite aux instruments. Donc l'ILS, c'est un moyen qui va vous donner donc une pente d'approche et un écart latéral par rapport à la piste. Le localiseur, c'est un élément toujours au sol qui va vous donner pour toujours une piste pour une approche aux instruments qui va vous donner un axe d'approche. Le localiseur, en réalité, c'est un des éléments, on va dire, de l'ILS. Pour faire simple, l'ILS s'appuie sur deux équipements qui s'appellent le localiseur pour donner l'axe d'approche et le glide pour donner le plan d'approche. Sur certains aérodromes, ils sont rares maintenant, qui font des approches aux instruments, vous pouvez avoir que la partie de l'ILS qui s'appelle le localiseur, qui est avec le LLZ, qui va vous donner effectivement l'axe d'approche dans le plan horizontal. Le DME, c'est un équipement initialement qui était associé au VOR pour donner la distance par rapport à la balise au sol. Et maintenant, on le rencontre depuis de nombreuses années également sur les approches aux instruments pour donner la distance, soit à un point particulier ou à l'entrée de piste. DME, hein, c'est encore un acronyme, Distance Measuring Equipment. Et enfin, TACAN, c'est un moyen militaire qui est donc disponible sur des aérodromes militaires pour faire des approches. Voilà, je simplifie, on en trouve un peu moins maintenant. Voilà. Donc là, je vous ai dressé très rapidement en quoi consistaient donc ces autres moyens de radionavigation qui sont ILS, localiseur, DME et TACAN. Est-ce que vous avez des questions? Je vais dire,
Je vais essayer d'être rapide quand même à vous répondre sur ces 4 moyens. Ou est-ce que c'est clair pour vous globalement en quoi ils consistent? Ça va me permettre de boire un coup. Bon, pas de questions particulières. Donc c'est clair, j'ai été clair pour détailler effectivement. Bah, merci Grégory, merci Julien. Ok, bah, très bien. Donc on va passer à la troisième gamme de fréquences, hein, euh, qui est la gamme UHF, de 300 MHz à 3 GHz. Et là, on va trouver le système de navigation par satellite. En anglais, c'est ce qu'on appelle GNSS. Donc vous avez effectivement la signification de cet acronyme, Global Navigation Satellite System. Et donc, il existe actuellement plusieurs types de GNSS. On en connaît un principalement, c'est le GPS. Le GPS est un GNSS américain, hein, c'est celui qu'on utilise principalement sur nos téléphones, etc. Et donc c'est vrai que dans le langage courant, on ne dit pas je fais une navigation satellitaire ou GNSS, j'utilise le GPS. C'est devenu dans le langage courant. Et donc, ça, c'est la constellation de satellites américains qui s'appelle Navstar et l'ensemble du GNSS américain s'appelle GPS. Comme je vous le disais, il y a d'autres pays, en l'occurrence la Russie a également son système GNSS qui s'appelle GLONASS. Et puis, vous le savez également, l'Europe a développé son GNSS qui s'appelle Galileo. Alors c'est vrai que pour l'instant, Galileo, je ne le reçois pas sur mon téléphone. Ça va arriver. C'est un système qui est intéressant parce qu'il est beaucoup plus précis. Voilà. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a les Chinois, les Indiens, je crois les Japonais. Dessus, les Chinois, ça s'appelle Beidou, hein, qui propose effectivement ces systèmes. Alors, les fréquences, je vois la question de Grégory, les fréquences entre 3 et 30 MHz sont utilisées. Oui, il y a vraiment des usages particuliers. Pour faire simple, je vous invite, et je vais mettre le nom juste ici, ANFR. Je l'ai mis dans le chat. J'ai mis ANFR, qui est tout simplement l'Agence nationale des fréquences radio. C'est en gros le gendarme français qui gère les fréquences. Je vous invite à aller farfouiller sur leur site. Et effectivement, dans la gamme UHF, il y a des gammes particulières. Mais dans le cadre du PPL, de l'ULM, on reste général. Et donc, toujours dans cette gamme UHF, il y a également ce qu'on appelle le radar. Et dans le radar, il y a deux radars globalement. Hein. Il y a le radar primaire et le radar secondaire. Toujours pour détailler ce radar, le radar primaire, lui, va permettre au service de contrôle qui en dispose de connaître la position uniquement horizontale, on va dire, d'un trafic. Si on fait un tour d'horizon à 360, et bien le radar primaire va permettre de positionner sur le plan horizontal le trafic en question. En gros, pour faire simple, le radar, c'est quoi? Primaire, c'est une antenne, hein, je simplifie à l'extrême, c'est une antenne qui tourne et qui envoie des impulsions. J'ai bien dit des impulsions. Donc elle tourne sur elle-même, elle envoie des impulsions. Et les objets qui reçoivent cette impulsion vont la refléter et la renvoyer vers l'antenne initiale. Et ça va permettre donc de connaître, c'est un moyen qui permet de connaître sa position sur le plan horizontal. Le radar secondaire complète le radar primaire et lui est beaucoup plus intéressant parce qu'il va permettre aux contrôleurs, et on va voir également ce radar secondaire va permettre aussi autre chose que pour les contrôleurs, le service des contrôles. Le radar secondaire, oui, pour Hamza, en espérant que l'enregistrement sera de bonne qualité, il sera visible sur notre chaîne YouTube qui est en train de monter tout doucement. Et donc, je poursuis. Le radar secondaire, lui, c'est quasiment la même chose, le même principe, mais avec des différences quand même. C'est toujours une antenne qui va tourner, mais cette fois-ci, cette antenne, elle va non pas envoyer des impulsions, mais des interrogations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va dire où vous êtes, où vous êtes, où vous êtes, où vous êtes, où vous êtes. Et puis, parce que
à bord de nos aéronefs, on dispose de transpondeurs. Le transpondeur va dire je suis là, je suis là. Et donc, ça va permettre aux contrôleurs qui disposent de ce type de radar, non seulement de vous connaître votre position dans le plan horizontal, mais également dans le plan vertical. Et donc, de bien vous situer. Et toujours sur ce principe de radar secondaire, ça va être également un équipement qui va vous permettre d'interroger, de savoir, de connaître des trafics qui pourront gérer leur espacement et leur système anti-collision. Pour faire simple, je le mets dans le chat, c'est des équipements qu'on appelle TCAS, pour Traffic Collision Avoid System. Pour ceux qui font du planeur, vous connaissez un système qui permet de connaître la position des autres trafics qui utilisent ce système d'interrogation d'interrogation et de réponse qui s'appelle donc le FLARM. Et c'est un système qui équipe tous les planeurs français qui permet donc de savoir où sont les trafics proches de nous avec des indications de tendance et ça va permettre donc d'éviter ces trafics. Donc TCAS, c'est Traffic Collision Avoid System, qui équipe également des avions, tous les avions de ligne, les avions commerciaux, bien entendu. Voilà, je vous ai dressé très rapidement les différents moyens de radionavigation. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça l'était déjà sur les deux premières familles, et pour cette troisième, est-ce que c'est clair également pour vous sur ces différents moyens de la gamme UHF? Très bien. Ben maintenant, on va rentrer, on va rentrer un petit peu maintenant dans le vif du sujet, hein, avec des termes généraux. Et on va voir que ces termes généraux, ils sont utilisés principalement avec le VOR locator, avec également le NDB. Le mois prochain, je vous rappelle que le rendez-vous prochain sera consacré au GPS. Et là, j'aborderai aussi des termes particulier du GPS. Mais là, ce soir, comme on parle de VOR, et puis on a vu la première famille également, je vais me concentrer sur ce sujet. Je vois que quelqu'un a essayé de nous joindre. Je regarde qui. Ok, quelqu'un a levé la main. Bon, je ne vois pas qui a levé la main. Grégory, peut-être c'est vous? Hop, j'essaie de voir rapidement. Non, je ne vois pas qui a pu lever la main. Merci Grégory de faire un petit peu de travail. Alors Didier, je vous propose de faire une petite pause et si vous le souhaitez, ouvrir votre micro et de poser votre question si vous souhaitiez intervenir en particulier. Pas du tout, c'est juste une fausse manœuvre pour dire que Ah, j'avais compris bon, ben la voilà. première question. Voilà, j'étais C'est- un peu c'est- rapide, je suis désolé. Non, mais c'est bien, ça permet de faire une petite pause. Voilà, ok, merci. Et donc, dans les termes généraux qu'on va découvrir ce soir, il y en a trois qui sont principaux, respectivement QDR, QDM et gisement. Voilà, donc ça, c'est vraiment des fondamentaux. On va passer environ 5-6 minutes là-dessus. Hein, c'est vraiment des termes que je tenais à vous les présenter avant de poursuivre. Et donc, QDR et QDM, ce sont ce qu'on appelle des relèvements. Donc, vous inquiétez pas, je vais préciser en quoi consiste un relèvement. Hein, un relèvement, globalement, c'est l'angle entre le nord et la direction d'un repère. Pour ceux qui font du bateau, hein, c'est pareil. Lorsque vous arrivez dans un port où vous naviguez, vous avez par exemple des amers. Ça vous dit quelque chose, hein, amer, A-M-E-R. Hein, c'est un point de repère sur la côte qui permet donc de se positionner, et éventuellement de faire un relèvement par rapport à ce point. Et donc, le relèvement, c'est quoi? C'est l'angle entre le nord et la direction de ce repère. Je vais préciser tout ça. Alors, on va commencer par le QDR. Le QDR, c'est quoi? Voilà, la définition, c'est le relèvement magnétique, donc c'est-à-dire par rapport au nord magnétique, de l'aéronef par rapport à la station au sol. Pour détailler cette définition simple,
je vais vous présenter en quelque sorte une roue. On peut considérer ça comme une roue de vélo, hein. Et le centre de, la, du roue de cette roue de vélo, c'est la balise au sol, quelle qu'elle soit VOR, NDB ou locator. D'accord? Et donc, un relèvement, hein, ça va être l'angle, hein, on va dire, entre le nord de référence, là en l'occurrence magnétique, et la direction de la station. Là, par exemple, vous avez un avion, le hasard fait qu'il a un cap nord, mais à l'instant T, là, il est sur le relèvement magnétique 360, donc on va dire qu'il est sur le QDR 360, puisque la référence, c'est la station au sol. Autre exemple, là, à l'instant T, l'avion a un cap sud, si on considère que le haut de l'image c'est le nord et le bas de l'image c'est le sud, il a un cap nord, mais il est vu depuis la station sur le relèvement 0,60. Vous vous imaginez au centre de la roue de vélo, et là, vous voyez l'avion à l'instant T sur le relèvement 0,60. Même si l'avion il a un cap sud. Donc vous voyez bien que ça ne dépend pas de l'orientation de l'avion, mais de sa position par rapport à la balise. Autre exemple, cet avion qui a un cap est, à l'instant T où je vous parle, où je trace, où je relève, c'est le cas de le dire, sans relèvement, je suis au centre de la roue de vélo et je vois qu'il est sur le QDR 360, puisque ça veut dire que j'ai, pour être plus précis, je vais dessiner pour que ce soit QDR, j'y viens effectivement, c'est radial également, hein. Et effectivement, pour bien comprendre en quoi consiste le relèvement, je dessine sur cet exemple-là, hein, là, depuis le centre, depuis la balise au centre de cette roue virtuelle, j'allais dire, je vois bien l'avion, hein, ce dernier avion que j'ai devant, sur le 300. Et on va parler de QDR, comme le dit Stéphane, hein. QDR, c'est aussi radial, pour être précis, parce que les mots, vous allez voir plein de littérature, on peut dire radial d'éloignement. Et dans la vie courante des pilotes, quand on parle de QDR, c'est radial tout court. On n'ajoute pas radial d'éloignement. Voilà. Et puis, un autre exemple là, j'ai un avion qui a un cap ouest, mais à l'instant où je fais mon relèvement, je le vois sur un relèvement 180, c'est-à-dire depuis ma position, c'est-à-dire depuis la balise au sol, eh bien, effectivement, je le vois bien sur un 180. Voilà. Voilà. Donc, avoir bien en tête que le QDR, c'est que c'est le relèvement depuis la station d'un objet, d'un avion, hein. C'est vraiment QDR, on part de la station, hein, si je veux utiliser les mots, c'est le, le relèvement, hein, c'est depuis la station. Il faut avoir ça bien en tête. Alors, comme on a QDR, qu'on appelle radial d'éloignement, et dans le langage courant aéronautique, ça devient tout simplement radial, on a également QDM, qui est lui, d'une certaine manière, l'opposé du QDR. Et là, effectivement, on le voit avec la définition, c'est le relèvement magnétique de la station par l'aéronef. Donc, en quelque sorte, maintenant, le centre, ce n'est plus la balise, mais c'est votre avion. Et je vais retrouver également cette notion de roue et de rayon, mais là, pour un QDM, le centre de cette roue, ce n'est plus la balise avec laquelle vous observiez les différentes positions des trafics. Maintenant, vous êtes depuis l'aéronef et vous allez pointer une balise au sol. Là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux,
Alors, pour Julien, je vais y venir. Là, souvent, je dis, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut bien que je commence par quelque chose. Et donc, du coup, bien là, je mets les bases et après, je vais vous montrer, vous indiquer quelques exemples, comment utiliser un QDR ou un QDM. Voilà. Donc, un petit peu de patience. Voilà. Et donc, un QDM, c'est quoi? C'est effectivement le relèvement d'une station par l'aéronef. Donc là, vous imaginez dans l'avion, et comment vous voyez la balise? Vous la voyez devant vous d'une certaine manière. Et comme actuellement vous êtes au cap, vous suivez un cap sud, eh bien, vous vous dirigez vers cette balise en suivant le QDM 180. Autre exemple, là, vous voyez, j'ai un avion, ce deuxième exemple, qui fait route vers l'est. Hein, si effectivement tout à l'heure on avait le nord au-dessus, le sud en bas, à droite l'est et à gauche l'ouest. Là, on voit qu'il va vers la droite avec on va dire un cap au 0,90. Et à l'instant où on parle, comment il voit la balise? Il voit la balise sur le 120. Alors pour bien matérialiser cette notion de QDM, je vais dessiner ça, je vais trouver le vert pour rester dans le même code couleur. Voilà. Et donc, je vous ai dit que la référence, c'est l'avion. Donc, ici, je vais mettre le nord magnétique en quelque sorte. Et comment je vois la balise? Eh bien, je vois la balise avec le relèvement magnétique de l'avion par l'aéronef vers la balise. Donc, on a bien un QDM. Voilà. Je poursuis les différents exemples, hein, comme tout à l'heure avec le QDR. Là, mon avion a un cap environ 140, mais à l'instant où il fait l'observation, il va voir la balise sur un QDM 240. Je refais un petit croquis. On a le nord. Alors, pour Alain, est-ce que tout le monde voit les petits croquis que je suis en train de compléter? Et est-ce que tout le monde a bien la vue sur cette fiche? Ok, Julien, merci Julien de ta rapidité. Donc, alors peut-être pour Alain, vous avez fait peut-être une fausse manip sur l'affichage disponible. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop vous aider, hein. Donc, je poursuis les différents exemples. Là, c'était le troisième. Et puis, le dernier, là, l'avion a un cap vers l'ouest. Et à l'instant où il veut observer la balise, eh bien, il voit la balise vers un QDM 360, hein. À nouveau, le petit dessin. Petit dessin. Donc, hop, je trace le nord. Et il voit la balise, hop, dans le sens des aiguilles d'une montre, il voit bien la balise vers le nord. Donc là, on va parler de QDM et souvent on appelle ça le radial de rapprochement. Hein, tout à l'heure, c'était un radial d'éloignement. Le QDM est appelé radial de rapprochement. Mais souvent, on risque de me répéter, dans le langage aéronautique courant, radial, ça signifie QDR et QDM, c'est QDM. Voilà. Voilà pour ces notions, ces deux notions principales, hein. Et pour terminer sur le QDM, c'est depuis l'avion, comment vous observez la station, hein. C'est avion, station. Alors tout à l'heure, c'était station, avion, hein, pour simplifier un petit peu. Voilà. Et je vais terminer, avant d'attaquer le port, sur le gisement, qui est une notion, au final, que vous allez peut-être très peu utiliser dans votre vie de pilote, que vous soyez pilote avion ou ULM, mais c'est important de savoir en quoi ça consiste, non seulement pour l'examen théorique, mais pour la culture aéro également, c'est important. Et donc le gisement, c'est quoi? C'est une troisième définition, c'est l'angle entre l'axe de l'avion et la direction de la station au sol. Donc, vous voyez, l'heure, quand on parlait de QDM, c'était l'angle entre le nord magnétique et la direction pointée. Là, ce n'est plus par rapport au nord magnétique, mais c'est par rapport à l'axe de l'aéronef. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est vrai que dans
dans les différentes littératures, vous allez, vous allez le rencontrer, ça s'appelle GT éventuellement. Voilà. Et donc, petit croquis pour bien représenter tout ça. Vous avez une station au sol. Vous avez un avion qui actuellement, on peut dire qu'il suit le cap magnétique, puisque sa référence est le nord, le 0,90. Le gisement, on va le dessiner, c'est l'angle entre l'axe de l'avion et la direction au sol. Donc, vous imaginez dans l'avion, hein, vous volez au cap 0,90, et là, vous voyez la balise sur votre dos droite, et donc sur votre avant droite, eh bien, globalement, avec un axe, avec un angle de 30 degrés. Et donc, ça représente le gisement. Pour aller plus loin, le relèvement magnétique, qui est quelquefois noté Zm, c'est égal au cap magnétique plus le gisement. Et donc, dans notre exemple, le cap magnétique, c'est 0,90. Le gisement, qui est compté dans le sens des aiguilles d'une montre, il est de 0,30. Et donc, le QDM, eh bien, le QDM s'en va. Et comme le dit Jean-Philippe, est-ce que c'est Jean-Philippe que je connais ou c'est un autre Jean-Philippe que je ne connais pas? Et comme le dit justement ce Jean-Philippe, c'est effectivement, souvent, on parle de QDM pour dire cap vers la maison. Et là, effectivement, si je vois le croquis, et bien effectivement, à l'instant où, on va dire, le pilote analyse la situation, si il veut aller vers la balise, il va prendre le cap 120. Et donc, c'est pour ça que, comme le dit Jean-Philippe, souvent on appelle ça QDM, cap vers la maison. Est-ce que c'est clair sur, sur ces différentes notions qui sont fondamentales sur la radionavigation et sur les différents termes associés? Bon, je vois que Julien il est au taquet là ce soir, hein, donc, effectivement, donc merci. Ok. Eh bien, moi, voilà, j'ai un petit peu parlé. Donc, je vous propose maintenant de mettre en application ces connaissances et je vous propose de répondre à un premier QCM. Je vous rappelle que tous les QCM que je présente ce soir sont ceux issus de notre base de QCM et ce ne sont que des QCM d'examen. Donc, on n'a rien inventé, hein, comme je le dis, hein, simplement on a créé, on a donné les corrections et les explications. Et là, c'est un QCM. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre et vous pouvez répondre par le chat hein, en m'indiquant au choix. Je vous rappelle que les QCM d'examen, hein, c'est important, c'est ta réponse unique. Et également, il n'y a pas de réponse à point négatif. Voilà. Alors, bah, je vois que il y a quelques hésitations, puisque quand je dis hésitation, il y a des questions, je vois des petites lettres d'alphabet qui m'étonnent un petit peu. Bon. Alors, pour être clair, et je vais vous donner la bonne réponse, c'est la réponse, le relèvement. Je rappelle, le relèvement, c'est par rapport au nord magnétique et la direction du repère au sol. Le gisement, pour ceux qui ont répondu le gisement, ce n'est pas par rapport au nord, mais c'est par rapport à l'axe de l'avion. Donc ça, c'est vraiment la différence hein, entre QDR, QDM et gisement. Le gisement, c'est l'angle entre l'axe de l'avion et la direction où est le repère. Hein, que ça soit une balise au sol ou éventuellement un repère. Tout à l'heure, je prenais l'exemple des navigateurs marins. Vous pouvez avoir un cap avec votre bateau au 0,90 et puis si sur la côte il y a un repère, un phare et que vous le voyez à l'avant droite, eh bien c'est un gisement. Voilà. Donc gisement, axe de l'avion, direction pointée, relèvement, c'est bien entre le nord, soit la balise, soit
l'avion. Voilà. Ok. Ah ben voilà, merci Hamza. Voilà. Hein, donc, petit exemple avec, avec cette réponse, hein, on voit bien. Donc, voilà. Ah bah tiens, petite question. Sur le croquis que j'ai affiché, quel est le gisement de la station pour cet avion? J'ai bien dit le gisement. Alors, pendant que vous répondez, je vais vous aider. Le gisement, donc c'est bien l'angle entre voilà l'avion et la balise. Il se compte habituellement dans le sens des aiguilles d'une montre, mais comme euh, voilà, certains d'entre vous qui ont, voilà, je vois Jean-Philippe qui a bien fait des choses, hein, des 315, mais c'est vrai que dans la pratique, on peut parler, si la station est à l'avant, droite ou gauche, on va parler de gisement droite ou de gisement gauche. Donc là, effectivement, quand Thierry dit moins 45 degrés, eh bien, c'est effectivement un gisement à gauche de 45 degrés. Hein, voilà. Bravo, bravo. Donc, vous avez bien compris cette notion de gisement. Hein. 45 degrés si ça avait été à l'avant droit, et là c'est à l'avant gauche, eh bien effectivement c'est moins 45 degrés puisque tout se compte dans le sens horaire. Très très bien. Allez, un deuxième petit QCM avant de commencer vraiment avec le VOR, euh, auquel je vais consacrer à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes. Voilà. Ah, je vois que vous êtes vraiment, comme je le disais tout à l'heure, au taquet. Voilà, bon, bah, très bien. Voilà, bah, je vous propose, sans plus attendre, hein, pour pas prendre trop de retard, la réponse. Effectivement, hein, c'est le 315. Comme on le disait tout à l'heure, hein, là j'ai mis la réponse. Vous volez par exemple, hein, voilà, vous volez au cap 90 et vous voyez un repère à gauche. Hein, c'était l'exemple hein, de tout à l'heure. Hein, donc on va le noter 315. Voilà. Dans le cadre du QCM, souvent les réponses, c'est dans le sens horaire. Mais comme je vous l'ai dit, du côté pratique, vous auriez pu avoir un gisement gauche de 45. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis 0,45 gauche. OK, voilà. Eh ben, j'ai pris un petit peu de retard sur le timing. Voilà, donc on va attaquer le VOR. Alors le VOR, c'est effectivement hein, un équipement qui va travailler avec dans la gamme de fréquences VHF. Ça nécessite des équipements au sol et à bord. Au sol, ah ben, pour ceux qui sont proches, quelquefois, lorsque vous êtes proche d'un aérodrome, quelquefois il y a des VOR qui sont implantés proches des aérodromes. Voilà, c'est quoi en gros? C'est une petite maison, on va dire, une petite cabine de forme parallélépipédique sur laquelle il y a une antenne. Hein. Ça peut avoir également, on peut avoir un autre type de VOR, c'est ce qu'on appelle un VOR Doppler, avec une série de petites antennes tout autour. Mais bon, c'est pas dans le cadre du programme PPL. Voilà. Et donc, ces balises au sol, elles sont donc repérées sur les cartes par un hexagone. Et l'hexagone est associé à une rose des capes. Hein. Donc, l'hexagone, ben voilà, le symbole, c'est un hexagone. Hein. Et vous pouvez avoir également un hexagone inscrit dans un rectangle, comme le VOR de Mende. Hein. Et là, parce que il y a un DME qui est associé à la fréquence VOR. Intéressant, avec chaque VOR sur une carte, vous avez une rose des capes qui est, comme c'est indiqué, orientée au nord magnétique. Donc ça, c'est très intéressant, puisque je vous rappelle également que sur une carte, la référence, c'est le nord géographique. Et bien là, pour ce qui est des VOR, l'éditeur des cartes a positionné autour du VOR une rose des capes dont la référence n'est pas le nord géographique, le nord vrai, mais le nord magnétique. Et donc, ça veut dire que si
Par exemple, vous tracez, comme je vais le faire ici, un trait, eh bien, vous allez lire directement la route magnétique sur la rose des Caps. Donc, c'est intéressant. Voilà. Pour Michel, vous me posez une petite colle. Non, j'ai pas le nombre précis. Certains d'entre vous ont dû découvrir dans les publications récentes que la DGAC et en particulier son organisme qu'on appelle la DSNA pour Direction du service de la navigation aéronautique vont démonter des VOR. Le nombre précis non, je ne vais pas vous dire de bêtises, quoi, voilà. Et pour Julien qui se pose la question, ça existe en mer, effectivement, on a l'agonio ou d'autres éléments. Éventuellement, j'en parlerai. Voilà. J'en reviens sur les équipements au sol, hein, donc les voici. Et puis à bord, vous avez pour des avions un peu plus anciens, vous avez sur le boîtier de radiocommunication une partie qui est consacrée à la radionavigation et dans la gamme des fréquences des VOR en particulier. Et donc, vous avez effectivement un deuxième, vous avez le boîtier de radio com et navigation et cet instrument que je vais détailler dans quelques instants. Ça peut être également des radios avec des affichages numériques, hein, et à ce moment-là, l'élément pour se situer, se diriger est également numérique. Et pour ceux qui disposent d'avions équipés d'EFIS, vous avez effectivement donc ce qu'on appelle un HSI, hein, pour Horizontal System Indicator, qui va vous donner des indications dans le plan horizontal comme pour un vol. Voilà. Donc, équipement au sol, équipement de bord. Voilà ce qu'on a. Et donc, attention, le VOR qui est dans la gamme VHF est un système de radionavigation qu'on appelle à portée optique. Ça signifie quoi? Voici un petit croquis. Vous avez une station au sol, donc un VOR, qui va émettre, et il émet, vous allez le recevoir uniquement si vous êtes en réception visuelle de ce VOR. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et la station au sol. Et si je poursuis, j'ai un avion là sur la gauche de l'illustration, mais l'avion ne reçoit pas le VOR, il n'est pas en portée optique du VOR. Pourquoi? Parce que la montagne, la colline qui le sépare de la balise au sol, masque entre guillemets la vue, hein, même si c'est très loin, masque donc l'émission qui se fait en portée optique. Donc ça, c'est un élément important, surtout si vous faites du vol de montagne. Si vous êtes dans une vallée assez bas, vous voulez recevoir un VOR qui se trouve de l'autre côté de la ligne de crête, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas le recevoir. Et donc la portée optique, ça fait l'objet de quelques QCM, hein, la distance à laquelle vous allez recevoir un VOR est fonction de la hauteur. Alors vous allez me dire, ouais, mais le jour de l'examen, j'ai pas de calculette. Bah, effectivement, globalement, il y a un seul QCM avec la hauteur. Et donc dans ce cas-là, on applique la formule. Et donc la distance est égale à 1,3 de la racine carrée de la hauteur, qui est la hauteur exprimée en pieds. Donc vous allez dire, oh là, la racine carrée de 900, bah, effectivement, c'est 30. Voilà. Et donc du coup, en gros, effectivement, vous allez pouvoir recevoir en portée optique à 37 nautiques le VOR. Attention, à cette notion de portée optique s'ajoute une puissance d'émission qui fait que, en gros, entre 25 et 200 nautiques, vous allez pouvoir recevoir le VOR. Et pour Jean-Philippe, je confirme, sur les ordinateurs ou sur lesquels vous allez passer votre examen théorique, il n'y a pas de calculette. Donc, on va vous fournir du brouillon. Hein, les superviseurs vous donnent du brouillon, vous allez faire vos petits calculs et ce brouillon sera restitué, vous allez le redonner à la fin au superviseur. Ok, alors le principe, dans le cadre du PPL, et encore moi j'allais dire du théorique ULM, on va faire simple. La station au sol, le VOR, il va émettre deux signaux, un signal de positionnement et puis un signal de référence. Et à l'aide de ces deux signaux, il va pouvoir générer ce qu'on appelle un décalage
un déphasage qui va vous permettre ensuite de pouvoir régler un axe radioélectrique et de vous positionner par rapport à cet axe radioélectrique. Sur l'exemple que vous avez sous les yeux, donc la partie ici que je marque en vert, c'est la partie radio, sur une ancienne radio, j'allais dire. Et ce que je vais dessiner maintenant, ce que je vais plutôt indiquer en bleu, c'est la partie de ce boîtier de radio com et navigation dédié au VOR. Et puis vous avez donc cet équipement qui le complète. Donc pour faire simple, hein, le VOR, c'est un système qui émet deux signaux de positionnement et de référence. Et le système au final mesure un décalage entre ces deux signaux. Et pour Jean-Philippe, et une règle, oui, vous pouvez avoir une règle le jour de l'examen. Attention, cette règle ne doit pas comporter, comme certaines règles existent, des formules de rappel de dérives, de facteurs de base, etc. C'est une règle très simple. Voilà. Donc, comment se présentent les informations? Eh bien, je vais les détailler. L'équipement associé au boîtier de Radiocom, c'est effectivement ce type d'équipement. Vous avez une molette qui s'appelle OBS, hein, pour Omni Bearing Selector. Et cette molette va agir sur une rose mobile D4. Donc, en tournant la molette, vous allez sélectionner un axe radioélectrique. Et l'axe radioélectrique souhaité, c'est celui qui va se situer donc en face du petit repère triangulaire. Donc là, sur cet exemple, l'axe radioélectrique sélectionné par le pilote, ça va être l'axe radioélectrique 100 degrés. Ensuite, vous avez, avec cet instrument, vous avez une aiguille mobile. Là, elle est positionnée au centre, et on va voir dans les exemples qu'elle va pouvoir se déplacer à droite ou à gauche. Et ça représente l'axe sélectionné. Et toujours sur cet instrument, vous avez une échelle de déviation. Chaque petit point, chaque petit cercle représente 2 degrés de déviation. Donc, quand l'aiguille est embutée à gauche, au maximum, donc sur la partie gauche, il y aura un écart une déviation de 10 degrés. Et quand elle est en déviation maximale à droite, eh bien, et ça sera également donc 10 degrés. Donc, l'amplitude générale, hein, de cette aiguille, c'est 20 degrés. Ça veut dire qu'elle va pouvoir se déplacer donc, sur cette échelle. Et puis, au centre, on ne le voit pas parce que c'est masqué par l'aiguille, c'est un point blanc qui représente votre avion. Hein, ça peut être un élément important pour pouvoir comprendre ces indications. Et puis, vous allez avoir, en fonction de votre position par rapport à la balise, un indicateur qu'on appelle l'indicateur QDM. Hein, c'est pour ça que c'est marqué tout, parce que vous mettez tout à l'heure, Jean-Philippe, on va vers la maison. Ou l'indicateur from. On ne peut pas voir les deux en même temps. C'est soit to ou soit from. Hein. Et donc from, si jamais je voulais avoir l'indication from, hop, je vais dessiner, eh bien ça serait, donc là je le dessine en bleu, mais il sera en blanc, hein, ça serait un petit triangle de cette manière. Donc là, je vous rappelle, hein, soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Voilà. Et puis, pour compléter cet instrument, si la fréquence radio n'est pas reçue, si la fréquence, pardon, oui, radio du VOR, vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas le recevoir, ou si votre boîtier est inopérant, vous allez avoir cet indicateur hein, qu'on appelle flag qui va s'afficher et qui va vous dire, ça veut dire qu'à ce moment-là, pardon, j'étais un peu rapide, je vais revenir en arrière, donc je vais tout remettre. Si ce petit afficheur, cette étiquette, ce flag qu'on appelle s'affiche, cela signifie que vous ne pouvez pas compter sur les informations données par l'instrument. D'accord? C'est important de l'avoir en tête. Je remets à l'écran. Donc, si au moment donné de la navigation, ça s'affiche, eh bien, ça veut dire que l'information n'est pas utilisable. Et donc,
C'est quoi l'explication pour indicateur QDR, s'il vous plaît? Eh bien, je vais y venir, Hamza, hein. Globalement, euh, si vous avez sélectionné un axe radioélectrique qui vous positionne en QDR, vous allez avoir le petit triangle blanc qui sera affiché. Mais je vais le préciser. Donc, comment ça se passe en vrai? La position de l'avion, hein, pour le VOR, pour bien comprendre le VOR, ce n'est pas lié à l'orientation de votre avion, mais c'est bien lié à la position de l'avion par rapport à la balise et du choix que vous allez faire de l'axe radioélectrique. À partir du moment où vous avez sélectionné un axe radioélectrique, eh bien, vous allez avoir deux secteurs possibles. Exemple avec l'illustration. Vous avez fait le choix de positionner avec le bouton OBS 160. J'ai fait des choses simples. Vous avez actuellement un cap 160. Eh bien, les deux secteurs vont se dessiner de la manière suivante. À partir de l'axe radioélectrique 160, vous allez être dans le secteur dit de rapprochement. C'est toute la zone que j'ai dessinée en vert. Si vous poursuivez votre navigation sans modifier l'axe radioélectrique, après avoir passé la balise et toujours sur cette même route, vous allez passer dans le secteur d'éloignement, donc vous allez passer en QDR et à ce moment-là, initialement, vous avez le petit triangle quand vous étiez dans la partie verte, le petit triangle tout qui vous indiquait que vous étiez dans le secteur de rapprochement. Si vous poursuivez la navigation toujours avec le 160 radioélectrique et vous passez au-dessus du VOR et vous en éloignez, vous allez être sur un QDR. Et à ce moment-là, ça sera donc le tout. Le forum, pardon. Exemple. Vous utilisez, pour ceux qui sont proches de la région parisienne, c'est un VOR qui s'appelle le VOR de Bray, qui se trouve donc dans le sud-est de la région parisienne, proche des terrains de Nangis, de Coulommiers, de Moret, de Fontenay et de Logne. Donc là, vous voyez mon avion que j'ai dessiné, hein. Je vais faire simple. Hein, vous le voyez ici, d'accord? Et donc, le pilote fait le choix de sélectionner l'axe radioélectrique en tournant le bouton OBS 0,90. À ce moment-là, je le dessine, le QDM 0,90. Et donc, les deux secteurs dont je parlais vont, d'une certaine manière, être présents de cette façon. Et là, pour confirmer qu'on est bien en rapprochement, parce que j'ai sélectionné le QDM 0,90, j'ai le tout. L'aiguille m'indique que je suis pile poil sur l'axe radioélectrique puisque l'aiguille blanche est vraiment centrée. Si je poursuis ma navigation en conservant ce cap, je vais passer au-dessus du VOR, hein, donc là je me suis éloigné du VOR, je n'ai pas touché à l'OBS, donc j'ai toujours sélectionné l'axe radioélectrique 0,90, mais comme maintenant je m'éloigne de la station, j'ai cet affichage-là, c'est-à-dire de tout, je suis passé en from. C'est une manière de répondre également à Hamza. Voilà. Est-ce que c'est clair sur ce premier exemple? Hein? Là, j'ai facilité la compréhension où le pilote suit un cap qui correspond à son QDM, à son QDR. Mais je vous rappelle que QDM et QDR ne sont pas liés à l'orientation de l'avion, mais à sa position par rapport à la balise. Ben, là, pour Julien,
comment je sais quel cap mettre sur mon outil? Je vais y venir. Attention, dans l'exemple de la navigation précédente, où je m'approchais de la station et ensuite je m'en éloignais, quand vous passez au-dessus de la station, il apparaît ce qu'on appelle un cône de silence. C'est la zone où tout à l'heure je parlais de déphasage des deux signaux, hein, signaux de position et signaux de référence. Ben là, au-dessus, la verticale, le système ne peut plus vous répondre, hein. Et donc, les indicateurs to ou from et l'aiguille ne sont plus utilisables. Et ça se présente comme ça sous vos yeux. Vous avez la petite étiquette nav qui apparaît et puis l'aiguille qui part en butée. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous appuyer sur les informations de cet équipement. Bon, pour ceux qui sont plus curieux, en fonction de votre hauteur, eh bien, vous avez le diamètre du cône. Le diamètre du cône en nautique, c'est égal à la hauteur que divise le nombre de milliers de pieds. Bon, vous n'êtes pas obligé de la retenir, hein. Il n'y a pas de question théorique sur le diamètre du cône. En revanche, il y a des questions qui précisent que, effectivement, quand qui vous demande de bien connaître à quoi constitue la zone d'incertitude, hein, liée au cône de silence. Alors, ben voilà, petite question, hein, pour ceux qui sont encore là, hein. J'en ai encore pour une dizaine de minutes. Oups, je vous ai donné tout de suite la réponse. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Donc je vous laisse y répondre. C'est une question un peu plus compliquée, je vous l'accorde. Vous pouvez sortir vos calculettes chez vous, il n'y a pas de souci. Alors, Julien, vous pouvez effectivement vous interroger, hein, il n'y a pas de souci. Euh, ben, lors de l'examen, il va falloir faire appel à vos connaissances du collège, j'ai bien dit du collège, hein. Les racines carrées, il y a des nombres simples. La racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 100, je vous donne la réponse, c'est 10. La racine carrée de 1000, de 10 000, hein, voilà. Donc du coup, pour y répondre, bah, effectivement, je vais détailler le calcul. C'est effectivement 120 nautiques, puisque j'applique la formule 1,3 de la racine carrée qui s'exprime en hauteur. Donc la racine carrée de 10 000, c'est 100. Effectivement, donc le jour de l'examen, sans calculette, vous devez savoir que la racine carrée, je crois, au final, il y a 2 ou 3 QCM, hein. La racine carrée de 900, c'est 30. La racine carrée de 10 000, c'est 100. Alors pour Hamza, du coup, quel est le sens d'émission des ondes, s'il vous plaît? Car on est en tout vers le bord, comme dans l'exemple 1. Non. Alors après, vous inquiétez pas, je vais détailler dans quelques instants pour lever le doute entre l'utilisation QDM et QDR. Donc pour terminer, hein, donc j'ai appliqué la formule, vous avez appliqué la formule, et effectivement, on arrive à 123 nautiques, donc la réponse la plus proche, c'est là. Autre question un peu plus compliquée, mais vous avez tous les éléments pour y répondre avec ce que je vous ai indiqué précédemment. Ah, là, je sens que ça cogite. Oh, ah, il y a Hugo qui est le premier à y répondre. Ok. Ah, ça me fait plaisir, Julien. Bon, le Julien en question se reconnaîtra, je pense. Ah ben c'est toi qui vas piloter vendredi, hein. C'est pas moi. Ok, bah, je vous donne la réponse, hein. Voilà, la bonne réponse, c'était vraiment le 140. Alors, on voit qu'actuellement,
C'est une manière aussi de répondre à Hamza. On voit actuellement que le pilote a sélectionné l'axe radioélectrique 320, que l'aiguille est centrée. Donc ça veut dire que je vais faire un petit croquis, parce que je ne sais plus si je l'ai fait en réponse. Oui, voilà. Donc du coup, j'avais la réponse, mais je vais plutôt vous faire un tout petit croquis pour que ça soit clair pour tout le monde. Je fais le nord. Ça, c'est le nord magnétique. Et je vais représenter l'axe radioélectrique en QDR 320. Donc, ce que je vais dessiner là maintenant, je pense que tout le monde est d'accord, c'est bien le 320, puisque je pourrais mettre le petit carré que je représente là ici, c'est la basise au sol. Donc là, vous voyez, j'ai pas ma tablette là ce soir, donc je vais écrire un peu grossièrement. Voilà, vous avez tous reconnu le 320. Voilà. Donc ça, c'est le 320. Et donc, la question disait, vous, pour aller à la verticale du Vor avec un vent nul, ça veut dire que je me situe actuellement avec mon avion, hein, je me situe, je mets des petits tirets, je me situe sur cet axe-là. Donc, si je veux aller vers la balise, eh bien, il faut que je fasse un demi-tour complet. Et donc, dans ce cas-là, ce que je dessine en bleu, ça devient un QDM, et ça devient le QDM à l'opposé, que vous pouvez lire également ici, le QDM 140. Voilà pour ce QCM. Alors, et je vais terminer là-dessus, globalement, il y a deux utilisations. Soit je me dirige vers le VOR, donc dans ce cas-là, pour répondre à Hamza, vous allez, si vous dirigez vers le VOR, préférer bien entendu un QDM, parce que sinon, si vous utilisez un QDR pour aller vers la balise, les informations seront inversées. Donc, toujours penser, si je me dirige vers le VOR, je vais préférer un QDM. Et puis l'autre utilisation, c'est se situer. Vous vous souvenez, dans les avantages dont je parlais de si jamais vous étiez perdu, ben, vous allez pouvoir vous situer. Alors, pour se diriger, comme je viens de le dire, c'est se diriger vers la station au sol, hein, qui est par exemple, ça peut être un point de repère de votre navigation. Hein. Dans ce cas-là, vous allez utiliser un QDM. Je vous donne un exemple. Vous avez le VOR de l'Aigle, hein, avec le code LGL, un élément que je n'ai pas indiqué tout à l'heure. Vous pouvez identifier par le morse, c'est pour ça que je pointe mon oreille, sur un récepteur VOR. Il y a un petit bouton, vous allez monter le niveau, le mettre en place, et vous allez entendre le code morse de ce VOR qui est Lima Golf Lima. Bien entendu, tout le monde connaît le morse, hein, et donc vous pouvez donc confirmer que c'est le bon VOR. Et donc on voit bien la position du VOR qui est marquée par l'hexagone. Hein, je vais vous le montrer pour ceux qui ne comprennent pas. Vous avez le VOR, hein, ici le VOR, il est bien ici. Et puis vous avez le nom du VOR et la fréquence. Donc là, le pilote décide d'utiliser le VOR de l'Aigle, qui est très proche du terrain qui se trouve dans le sud-est. Hein. Et donc, là, le pilote, pour se diriger vers le VOR, il va adopter le QDR 0,60, puisqu'il va aller vers le VOR, et donc c'est le QDR 0,60, qu'il aurait pu lire également sur la rose des Caps. Là, l'hélicoptère qui se dirige vers le VOR va utiliser le QDM 300. Donc, pour se diriger vers la station, on va privilégier le QDM. Comment vous allez faire? Premièrement, vous allez mettre sur votre récepteur radio, la fréquence du VOR, en pensant que vous n'êtes pas trop loin et qu'il n'y a pas de NOTAM qui indique que le VOR ne fonctionne pas. Ensuite, vous allez centrer,
l'aiguille. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas prévu de l'utiliser, mais que vous voulez aller vers le VOR. Si vous avez prévu de l'utiliser, ben, dans votre préparation de vol, vous avez prévu la route, et donc vous allez reproduire cette route, comme je viens de l'indiquer ici, en utilisant le petit bouton pour qu'au final, vous affichiez le 360. Exemple, avec le VOR de l'aigle, je mets la fréquence 115, je écoute le message Morse pour être sûr que c'est la bonne balise. Je vous fais fi de la connaissance du Morse. Et ensuite, pour savoir, pour me diriger, ben, euh, je vais centrer l'aiguille ou je sais que je vais être au sud de cette balise, donc je vais me diriger vers le nord, donc je mets l'axe radioélectrique 360. Voilà comment vous allez utiliser donc le VOR pour se diriger. Autre exemple, vous êtes au cap 360, vous voulez aller vers le VOR de Bray, vous affichez le 330, et à ce moment-là, vous voyez bien que vous êtes sur le 330, que l'aiguille est centrée, pardon, j'étais un peu vite, l'aiguille est centrée, et vous avez l'indicateur tout qui vous dit que vous allez bien vers la station. À ce moment-là, parce que vous avez sélectionné le 330, vous allez avoir le secteur de rapprochement en vert et le secteur d'éloignement en rouge. Autre exemple, vous vous dirigez, mais là vous êtes dans un autre secteur, donc on voit bien que c'est bien par rapport à la position de l'avion qui est importante par rapport à la balise. Là, vous êtes sur le QDM 150, l'aiguille est centrée et vous êtes en tout. Autre exemple, je suis le cap 150 et à l'instant où je parle, je suis bien sur le QDM 0,90. Donc là, on voit bien hein, ce que je viens de dire. Ce n'est pas lié à l'orientation de l'avion, mais bien sa position par rapport à la balise en fonction de l'axe radioélectrique que vous avez sélectionné. Donc je vous propose la petite vidéo que je vais lancer. C'est une vidéo que vous retrouvez sur le site. Hein, c'est pour se diriger. Voici la balise. Le pilote a fait le choix de mettre le 360. Il se dirige avec un cap 360. Là, volontairement, il s'éloigne de l'axe radioélectrique. Donc vous voyez que l'aiguille va bouger en fonction de son éloignement par rapport à cet axe électrique, radioélectrique. Et on voit bien que c'est pas lié à l'orientation de l'avion, c'est bien lié à la position de l'avion par rapport à la balise. Là, il a repris la route. Au-dessus, cône de silence. On s'en éloigne, on sort du cône de silence. Il poursuit sa route au 360, il s'en éloigne, donc l'aiguille part à gauche. On voit bien que le from, le petit triangle est passé en from. Là, à l'instant T, il voit bien la balise en QDR 360. Voilà, cette petite vidéo, vous la retrouvez sur le cours. Hein, elle va vous permettre effectivement de bien vous repérer. Et pour terminer, on a le VOR, comment se situer, deux techniques, le recoupement ou le flanquement. Le recoupement, ça permet donc de savoir où vous êtes en utilisant deux stations VOR, et le flanquement, une seule station VOR. Et là, contrairement à tout à l'heure où on se dirigeait, on utilise le QDM, là vous allez utiliser la notion de QDR. Et recoupement, vous allez donc avoir besoin d'être proche ou relativement proche, toujours avec portée optique, etc. Donc des VOR. Exemple, là on est dans la région ouest avec le VOR d'Angers sur la fréquence 113.00 et le VOR de Nantes hein, sur 115.5. Et puis l'hélicoptère, là, il ne sait pas trop où il est. Et bien donc, il va utiliser les deux VOR avec la notion de QDR. Je reprends mon hélicoptère. Il va afficher la fréquence 115.5 sur son boîtier de radionavigation et il va centrer l'aiguille. À ce moment-là, le boîtier lui dit, le récepteur lui dit que vous êtes sur le QDR 0,80.
Si l'hélicoptère est très bien équipé et qu'il a un deuxième boîtier, il pourrait en même temps mettre sur ce deuxième boîtier la fréquence VOR de l'autre VOR et en centrant l'aiguille avec le petit bouton, il lui afficherait le 170. Donc, vous voyez que avec l'aide de deux VOR, vous allez faire ce qu'on appelle un recoupement. Vous allez pouvoir vous positionner. Vous allez me dire, ouais Patrick, là on est assis, tranquille, pépère. Alors c'est vrai qu'en vol, si en plus vous n'avez qu'un seul récepteur, eh bien il faut faire rapidement le QDR du premier, changer la fréquence, ne pas vous tromper dans la fréquence, et faire le recoupement en bougeant la molette avec le deuxième VOR et voir sur quel QDR vous êtes. Voilà, je vous accorde, en vol c'est un peu moins évident. Donc ça c'était du recoupement. Et puis enfin, pour se situer, on va faire ce qu'on appelle un flanquement. Là, idéalement, il faudra sélectionner un QDR qui est à un écart au moins de 60 degrés de votre route. Je vous donne un exemple. On est dans la région de Troyes et vous voulez vous positionner, on est bien se situer par rapport au VOR de Troyes. L'avion suit un cap au 0,25. Comment je suis par rapport à ce VOR? Eh bien, dans ce cas-là, petite vidéo, on va se situer. J'ai le VOR, je suis le cap 0,25 et j'ai décidé d'utiliser le radial 270. Et on voit qu'à ce moment-là, plus je me rapproche de cet axe, plus l'aiguille se centre, en from toujours, et là je m'en éloigne, l'aiguille part dans l'autre sens, et donc on voit que ça va nous permettre effectivement de nous positionner par rapport à un axe radioélectrique. Je vous l'accorde, c'est une notion, même dans le cadre du PPL, qu'on utilise un peu moins, mais ça fait partie de vos connaissances. Vous retrouvez cette vidéo également sur les cours, hein, donc ne vous inquiétez pas, elle est disponible. Voilà. Et donc, voilà, j'ai terminé, j'étais un petit peu plus long. Quelques conseils, bien entendu, s'entraîner au sol, pardon. Euh, pour info, dans la rubrique divers, module navigation, j'ai mis un site qui est exceptionnel, c'est un site internet qui est animé par, c'est un site américain, il s'appelle Luis Montero, et vous allez voir, c'est un site qui est très très bien pour vous, vous allez pouvoir positionner votre avion, etc. Vous voyez comment évoluent les éléments. Donc vous allez sur le site Luis Montero, il y a un lien dans la rubrique divers, ça s'appelle s'entraîner au VOR ou s'entraîner au NDB, hein, je vous recommande d'y aller. Et puis en vol, avec votre instructeur, eh bien, il va également vous initier à ces techniques. Voilà. Donc le site s'appelle, je vais le mettre dans le chat pour être sûr que personne n'oublie. Voilà. Oups. C'est Luis Montero. Hein. Vous tapez ça sur vos navigateurs et vous allez donc le retrouver. Sinon, comme je l'ai dit, sur le site Aérogligli, hein, sur votre compte, vous allez avoir ces informations. Voilà. Bien entendu, vous allez vous appuyer également sur le cours, hein, donc ça c'est important. C'est le cours de radionavigation, hein, sur la partie PPL, sur la partie ULM, comme ça ne fait pas partie du programme, c'est moins détaillé. Voilà, hein. Je vous rappelle également que vous pouvez taper dans la partie QCM un nom et ça va vous sortir hein, tous les QCM qui s'y rapportent. N'oubliez pas également les fiches résumées, hein, qui sont des docs à télécharger pour pouvoir être accessibles à la pression ou hors connexion, hein, qui sont intéressants. Voilà. J'en ai terminé avec ce rendez-vous, j'étais un petit peu bavard. J'espère vous retrouver le mois prochain pour un deuxième rendez-vous qui sera un peu plus court, puisque toute la partie généralité ne sera pas abordée, pour un cours consacré au GPS. J'ai mis 13 novembre, j'ai fait une petite erreur, c'est 13 décembre. Donc 13 décembre, le prochain rendez-vous, hein, 13 décembre, je le mets dans le chat, c'est le prochain rendez-vous consacré au GPS. Donc 13 novembre, le GPS, juste avant Noël. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je peux encore répondre à vos questions si vous en avez quelques-unes. J'espère que c'est plus clair. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site Aérogligli, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin d'autres éléments, allez voir ce site, Luis Montero, ça sera très pratique.
Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vérifier tout à l'heure l'enregistrement et j'espère que la qualité technique est bonne de façon à pouvoir le mettre sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Volez prudemment avec d'abord l'estime et puis ensuite les bords. Voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Cette